Notre souhait, c'est d'être en harmonie et en phase avec vous, fidèles téléspectateurs qui nous suivez à travers la chaîne cathodique RTI 1. Bienvenue dans le paradis de la bonne humeur. Eh bien, c'est parti pour 52 minutes de bonheur et nous allons, pendant ces 52 minutes, vous faire vibrer parce que tout simplement, c'est midi, c'est maintenant! Moi, en tout cas, là, grossesse en milieu scolaire, je suis pas prête. En tout cas, tu as raison. Ça passe pas. Il a une façon de faire la bouche quand tu fais la bouche. Ça, mais je suis pas prête, c'est naturel, quoi. Tu viens là, t'as tapé poteau, bien. Vous allez nous expliquer votre première expérience. Mon grand frère avait mal au genou. Il en souffrait terriblement et par la même pratique, il en était soulagé. Et ça, je n'ai pas oublié. Ça, c'était votre première expérience. Donc, je suppose que le grand frère, il a dû se cogner ou peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être au football, il a eu un malaise. Donc, vous, comme ça, inconsciemment, vous vous approchez de lui, vous le touchez et automatiquement, il est guéri. Il est guéri. Et là, quel sentiment vous anime? Qu'est-ce que vous dites en ce moment? J'étais fier de moi-même. Oh là là, j'imagine. Oui. J'imagine. Mais vous le mettez sur le fait du hasard où vous dites avec mon petit là, il y a un don. Hein. Non, c'est quoi exactement? En fait, j'en avais un peu conscience, mais véritablement, en tout cas, c'était pas trop... Donc, vous sentiez la chose? Je sentais. C'était un peu instinctif? Je sentais. D'accord. Et comment ça se développe plus tard? Qu'est-ce que vous faites pour que cela soit possible, cela ne soit pas mis, on va dire, sur le fait du hasard? Chaque fois qu'il y avait des cas comme ça, on disait « Ah, allez-y voir Bouba. » Voilà, vous étiez devenu le médecin de la famille. Ça me réussissait tellement bien. Malheureusement, je n'ai pas dû trop faire attention. Il fallait aller chercher à travailler ailleurs. C'est ainsi que je suis allé me retrouver marin. Donc, lorsque la compagnie... Et vous avez exercé pendant combien de temps là-bas? Pendant 16 ans. Pendant que j'étais marin, j'avais la possibilité d'acheter des bouquins en Europe, lesquels bouquins m'ont permis de compléter. Et ça m'a fait réveiller le... C'était quel genre de bouquins? Il y avait quoi à l'intérieur? C'est des bouquins sur la parapsychologie, l'hypnomagnétisme, tout ce qui est paranormal. Oui, Lynn. Comment vous décelez le mal? Moi, j'ai bien envie de savoir cela. Dès que je touche le mal, je sens la douleur sous la main. Du moins, vous sentez la douleur sous la main. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, la personne vous dit soit j'ai mal au doigt, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds. Mais vous posez la main et automatiquement, vous sentez la douleur. La douleur, vous la ressentez comment? Je la ressens par sa position. Par une chaleur. Soit ça dégage une chaleur, soit il y a un point. J'ai décidé de chanter les 4 éléments. Et j'ai commencé par l'eau. Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte que... On a quand même l'impression que c'est évident d'avoir l'eau, d'avoir le feu, tout ça, la terre. Mais il y a des moments où il y a rupture d'eau, ou bien le courant s'arrête. Et c'est quand il y a rupture qu'on se rend compte que c'est... Voilà, l'eau surtout. Parce que même couramment, on peut couper ma main courant, mais sinon, couper le graillard. C'est vrai que les scientifiques parlent d'anomalies, nous les philosophes, nous parlons de para-anomalies, bien entendu, oui. Je veux parler, non, souvent quand les enfants sont grands de taille comme ça, 22 ans, presque 2 mètres, il est long, il n'est pas grand, il est long. Ça là, mais il est loin même, Ça c'est même distance d'Abidjan Ouara qu'elle a là, c'est le trop long. Souvent j'accuse les sages-femmes. Quand les enfants naissent comme ça, là, quand le bébé vient au monde, il tire la femme. C'est ça qui tire. Souvent, c'est ça qui tire la femme. C'est pas bon.
ce que je déplore dans notre société, c'est que on dit que quelqu'un est trop grand de taille n'est pas intelligent. Souvent les gens, oui, souvent les Malékins, on dit qu'il y a la logo. La logo, long. Quand on le prend pour un gars, ça a aussi beaucoup d'avantages aussi, beaucoup d'avantages. Quand vous allez à la cueillette, vous cueillez qu'il manque, c'est lui qui manque. Et puis souvent dans le coup commun, on ne peut pas voler ses habits. Parce qu'on dit, il faut cesser tes habits là où ta mère est. Si lui met ça en haut, toi tu vas voler là, tu vas monter comment pour prendre ça. Je peux dire que je fais l'apologie de cette qualité parce que c'est une qualité, on peut dire que c'est une valeur ou un attribut, mais je veux dire, je fais l'apologie de cette qualité-là dans ce livre. Voilà. Et autre chose encore, c'est que je présente en fait cette qualité-là sous plusieurs formes. Parce que lorsqu'on parle d'autodiscipline, tout de suite quelqu'un peut penser à mettre de l'ordre dans sa maison, dans sa chambre. Non, ça ne fait pas partie de l'autodiscipline. Bien sûr, mais c'est pas juste que ça. Voilà. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Voilà. Ça peut prendre la forme de détermination, ça peut prendre la forme de contrôle de soi. Un peu comme l'invité qu'on avait à l'instant sur ce plateau. Voilà, ça peut prendre la forme de focalisation. Donc, tant que vous pouvez suivre un objectif, tant que vous pouvez, je vais dire, faire ce que vous avez à faire, que ça vous plaise ou non, c'est-à-dire en dépit de vos émotions, on dit que vous êtes autodiscipliné. Voilà. Et le contraire donnerait quoi? Le contraire donnerait simplement l'indiscipline, hein, naturellement. Voilà, l'indiscipline personnelle, on va dire. Alors, celui qui n'a pas forcément les qualités que vous citez, à quoi est-ce qu'il est exposé? Bien sûr, il y a beaucoup de dangers, je vais dire, parce que je prends un exemple banal. Hein. Aujourd'hui, on dit aux gens, par exemple, faites du sport. Faites du sport. Mais si, je vois faites du sport. Oui, parce que faire le sport, ce n'est pas forcément plaisant pour ceux qui le font. C'est vrai que ça fait du bien? Bien sûr que ça fait du bien, mais de prime abord, ce n'est pas plaisant. Vous voyez donc. Puisque ça demande quand même des efforts physiques. Tout à fait, des efforts physiques et bien sûr, il y a de l'inconfort en fait au départ. Donc, si vous voulez attendre d'abord d'avoir envie avant de le faire, naturellement, vous allez vous attirer des problèmes parce qu'après, quand vous ne faites pas le sport, il y a des problèmes de santé, il y a plein de choses à quoi vous exposez. Et donc, celui qui n'a pas cette qualité-là, je pense qu'il est en danger. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'on s'autodiscipline pour faire le sport? Je veux dire, vous savez, vous êtes conscient que le sport est bien pour votre santé. Vous savez que le sport peut vous amener, par exemple, à être bien dans votre tête et dans votre peau. Mais malheureusement, vous n'avez pas le temps matériel ou bien vous ne vous fixez pas un objectif rigoureux pour pouvoir faire le sport. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut parvenir à ce niveau-là, à s'autodiscipliner pour que cela soit possible? D'accord. Dans le livre, je parle de 3 champs de bataille. En fait, c'est les différents champs de bataille auxquels il va... Je veux dire, là, vous allez devoir mener le combat en griffe pour pouvoir remporter le défi de l'autodiscipline. Et donc, les différents champs de bataille, ça commence déjà dans le champ mental. Parce que tout est une question d'abord de mental, de pensée, de comment on réfléchit. Vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas de discipline dans la tête, naturellement, il n'y aura pas de discipline dans les émotions. S'il n'y a pas de discipline dans les émotions, il n'y aura pas de discipline dans les actions. Et donc, c'est tout ce travail-là que j'essaie de développer dans le livre. Vous dit, en fait, celui qui n'est pas discipliné, comment il doit procéder, par où il doit commencer. Il travaille sur les différents champs de bataille. Et finalement, il va se retrouver en train d'être naturellement discipliné dans sa vie de tous les jours. C'est midi. Famille Diaco. Il faut décaler. Les autobus magnifiques. On a été dans tous les clubs d'Abidjan. On pensait que décaler n'était pas au village. Tania Paparazzi, je suis allé au campement. La balle est vue, c'est Manadia. Isabelle Abati, Moulari. Les gars, je suis célèbre, ça fait le temps. Même au campement, on parle de moi. François Cognon, c'est pas petit boucan. Ça fait mouiller, allez. De Bamba, Faro, la César, soulever les mains, Faro, vers Maza, de montrer la grille, Faro, Odissia, soulever les chaussures, Kenzo, décalina, Sanvolema, décaler, Provenance Atlantis, Sanvolema, Molari, équilibré, Sanvolema, équilibré, Versace, Papa Jacarija. C'est le grand complet. Et Chapoulé, Grand Boucantier, Mola, Grand Boucantier, tous les initiateurs du concert Boucantier. Maintenant, il faut faire avec le concert des Boucantiers. Il faut faire le malin à outrance, il faut faire le malin sauvagement, il faut faire le malin comme tu as envie de faire. Le Mola montre ton champagne.
Fais couler les champagnes, chapouler mon ton cigare. Montre-moi ce que tu as porté. C'est midi. Est-ce qu'au niveau de vos parents, il y a des personnes qui sont véritablement grandes de taille? Oui, plus du côté paternel. Du côté paternel, il y a des personnes de très grande taille. J'ai un oncle qui fait 1m90. Il y a un autre qui 1m90. fait 1m90. Il y a un autre qui il a fait l'armée? Non, il n'a pas fait l'armée. Il a fait du basket? Peut-être. En ce moment, j'étais petit. Je fais du basket. D'accord. Et au niveau de vos frères et sœurs, ils sont aussi grands? Oui, mon frère est grand. Ma soeur, par contre, non, elle est passée du côté de maman, donc elle n'a pas trop la grande taille. mais mon grand frère, lui, il est grand, il fait 1m85. Oui, papa même fait 1m80. Donc, ah, d'accord. Alors, ça s'explique alors. Et comment vous le vivez, je veux dire, au quotidien? On va d'abord partir des difficultés. Hein. Je suis sûre que vous le prenez certainement pour frimer au quartier. Oui, je suis le plus grand et vous marchez comme ça. Je sais, je ne vous vois pas, mais je sais. Mais au-delà de cela ou en dehors de cela, comment est-ce que vous le vivez? Il y a des difficultés quand même auxquelles vous êtes confrontés. Il y a des difficultés. Par exemple, quand je vois la photo, pour monter là, c'est carrément compliqué. Hein. Il y avait mes amis derrière qui se moquaient. Ils disaient que je ne pouvais pas rentrer. Donc, ils ont pris la photo, ils me taquinaient un peu. C'est compliqué parfois. Surtout quand je suis couché. Le lit, je dépasse le lit. Je dépasse le lit, donc je suis obligé de me coucher de manière oblique. Alors que quand je le fais, je dérange mon grand frère. On dort ensemble. Lui aussi, il est balèze, il prend plus d'espace. Du coup, on a un problème carrément. Alors, vous êtes étudiant en licence publicité marketing. Et là-bas, en cité, comment ça se passe avec vos amis? Ils sont fiers de vous? Oui, en classe, très souvent je taquine les autres. Quand par exemple, je suis délégué des classes, donc quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il me dit, mais toi tu es le plus jeune, tu me demandes, mais il dit, est-ce qu'on a la même taille? On a la même taille, du coup tu dois faire le truc. Mais dites-moi, je veux savoir, est-ce que vous avez une petite amie? Avez-vous une petite amie? Ils aiment les gros coutins, les gars. Oui, c'est bon, ah bon? Ils aiment les gros coutins. C'est vrai ce qu'il dit? Oui. Philo n'a pas tout à fait tort, il n'a pas tout à fait tort parce que ma petite amie n'est pas grande de taille. 1 mètre combien? Elle est autour de 1m65, 66. La différence est grande. Quand on marche, c'est un choc. Il n'y a pas longtemps même, je marchais avec elle et puis il y a un groupe de jeunes qui étaient arrêtés. Ils ont attendu quand on arrivait à leur niveau. Et ils l'ont interpellé, ils ont dit, mais tu n'as pas peur de marcher avec ce gars-là? C'est midi. Un business, moi je ne suis pas d'accord. Le business, ce n'est pas un business, c'est un sport. C'est un sport dans lequel on transpire. Oui, on transpire dans le football. Le football se définit comme étant un sport où 22 gaillards se poursuivent sur un rectangle vert à la conquête d'un ballon. Et puis quand l'autre prend, il mène en filet. C'est ça qu'on appelle le football. Ce n'est pas un business. Hein, c'est maintenant, mais sinon avant, autant de Adjouka Gaston, Keki Aimé, Brima Kamara, autant de Ben Badi, non, ça c'est un peu récent, mais Laurent Pokou, Adepo ou Jean-Olivier Dourax, sur eux à leur temps. Bon, je ne connais pas lui. C'était le pensionnaire du FC Bondougou, en fait. C'est des gens qui ont, oui, eux ils mouillaient maillot. Et quand ils jouaient ballon comme ça, là, à la fin, ils m'appellent à donner 150 francs qu'on prenne le match. Et ils sont heureux. À l'époque, oui. Pardon? À l'époque, les trucs n'étaient pas chers. La vie n'était pas chère. C'est vrai. Non, c'était pas cher. Mais le maillot, quand il joue comme ça, culotte là arrive jusqu'à ici. C'est pas où culotte arrive au genou. Les tchakotos. Voilà, les tchakotos, un truc. Il joue, il court. Quand il court, il dit je joue pour le pays. Il y avait un joueur à l'époque qui jouait à la 5 qui s'appelait Djumade Ibrahim. On l'appelait Abougor. Lui, il ne comprenait pas français. Et quand il arrive, quand il dit Abougor, il shoot. À la fin du match, quand on lui donne prime, il dit il y a un ballon de joueur. C'est ça, on dit joueur. Mais ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, le football est devenu un business. Le football est devenu un business. Regardez les contrats concédés, milliards. Le joueur même, il a l'argent plus que le président de la fédération. Tu ne peux pas le classer. Qu'est-ce que tu en sais, Philo? Oh, milliards. Selon des sources non concordantes. Non concordantes, voilà. Milliards. Il a l'argent plus que le président de la fédération. Tu ne peux pas le classer. Souvent, mais ils promettent certaines choses au président. Ceux qui les classent, même entraîneur. Tu vas dire quoi? Il a milliards. Tu ne vas pas le classer. Quand tu ne peux pas le classer, il t'irait comme ça. Si tu ne classes pas ma maison que j'ai commencé à construire, je t'arrache. C'est ça. Du coup, il est devenu un business. Non, mais pourquoi c'est dans un autre sens, Philo? C'est bien bon en plus de recevoir des agents de joueurs. Et puis aussi, les jeunes gens, nous comme ça, là, que vous nous envoyez là, pardonnez, après nous, on va parler français. C'est pas seulement l'argent. Oh, mais j'ai un collègue qui est parti comme ça en Europe, il ne comprend pas français, on savoir. Et puis le blanc lui demande, vous savez jouer au football? Il dit, mon vieux père, très mal même. On dit, faut te retenir là.
C'est midi. Voyez ce métro, voyez ce métro, voyez ce métro, voyez ce métro. On fait le balai à la maison. À l'époque, Carl Olive, qui était très proche, journaliste sportif, mais très proche du Paris Saint-Germain, m'a été un après-midi présenté par Bernard Lama qui lui dit, mais Carl, est-ce que tu pourrais vraiment aider Yves? Et à l'époque, Carl était président, joueur. Carl Olive est actuellement aujourd'hui maire de la commune de... Justement, moi je suis quand même impressionnée parce que ce sont des personnes très influentes du football que vous êtes en train de citer. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Mais quand j'arrive en Europe, j'ai Est-ce que vous avez été pistonné? Non, juste une démarche naturelle d'aller vers les institutions du football. Donc ça a commencé par la Fédération française de football, où j'établis des contacts. Ensuite, je décide d'aller au camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et puis, je fais cette rencontre avec Bernard Lama, Antoine Comboiré, tout de suite, qui m'ouvre des portes. Ensuite, Carl Olive, qui m'amène dans son club de l'association sportive de Chatou, en banlieue parisienne, où je compétis, je joue en DHR, donc la division régionale à cette époque. Et puis, au bout d'une saison, en région parisienne, je vais dans la banlieue de Lyon, à Vénissieux, où je trouve un travail qui m'avait été trouvé, où j'ai un travail trouvé par mon club. Je joue dans cette petite... On veut savoir, c'est quel travail? Parce que là, votre ambition, on va dire, de devenir footballeur professionnel meurt, ne se réalise pas. Et là, vous trouvez un travail. Quel travail? Alors, un travail, mais qui m'avait été donné par le foot. Voilà. Et c'était quoi? Ça consistait en quoi? J'avais un travail à l'époque de vendeur dans un magasin de sport. D'accord. Qui m'avait été trouvé par mon équipe de foot. Mais aussi, j'étais hébergé par mon équipe de foot. Et puis, j'avais des primes de match. Je compétissais en championnat dans la région Rhône-Alpes. Donc, à cette époque, à 19 ans, 20 ans, je vivais, je pense, j'étais content de vivre, je dirais, de ce sport. Parce que finalement, mon travail m'avait été donné par mon club de football. J'étais logé par mon équipe de football. J'avais mes primes de match qui me permettaient aussi d'arrondir mes fins du mois. Et donc, je vivais bien, je dirais, ma vie de jeune amateur footballeur. Oui. C'est midi. Tout le monde en raffole, c'est vraiment la tendance, c'est le tradit moderne à abuser, à utiliser comme vous voulez tous les jours et même en soirée, pourquoi pas, on peut le voir avec ce magnifique costume en velours avec du pagne tissé. C'est midi. Ben déjà, c'était une ambition de faire du journalisme international.
Donc c'est comme ça que, bon, on s'est dit, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, on s'est dit pourquoi pas les États-Unis. Au départ, on avait pensé à l'Angleterre, mais j'avais déjà un frère aux États-Unis, donc comme ça, c'était la destination naturelle. Voilà. Et dès que vous arrivez, vous êtes certainement confronté, on va dire, à certaines difficultés. Hein. Bien sûr, clash de culture, vous savez, venant de l'Afrique, avec nos traditions, notre culture, et dans un grand pays comme les États-Unis, c'était pas évident. Mais tout d'abord, c'était la langue, le problème de langue, l'anglais. Ah, justement, on allait comment me revenir. Est-ce que vous aviez, on va dire, une bonne base en anglais? Une bonne base, mais je pense que c'est la base que nous avons tous en tant qu'étudiants ivoiriens. La base de philo ou la mienne? La base. Quelle est votre base? Moi, c'est Terminal A. Terminal A, ok. On va dire un peu plus loin. Mais évidemment, j'ai passé un bac A. Voilà. Donc, c'est vraiment cet anglais-là, on va dire, que j'avais. Donc, quand j'entendais les Américains parler, je me dis, mais attends, ils ne parlent pas, ces gens-là, ils chantent. Je ne comprenais rien du tout. Alors, c'était très, très difficile, mais bon, on s'est adapté. Alors, comment cette adaptation, merci, ça va se faire, c'est fait. Ça a commencé avec les cours d'anglais, donc il fallait être dans le feeling de leur, en fait, la vitesse de, on va dire, de croisière quand ils parlent anglais, vous savez, c'est différent, ça va très très vite. Donc avec les cours, et puis je pense que c'est comme ça que c'est parti, beaucoup de télé, ça c'est quand même une stratégie qui marche. Vous regardez la télé, vous écoutez tous les news, la radio, vraiment tout le temps, quoi. Il faut les entendre parler et essayer de distinguer les mots, ce qui se dit. Voilà. C'est un peu comme l'équivalent de nos intervillages ici. Là-bas, quand on tape sur tes os, si on t'a tapé les 12 heures, non, t'as tapé à 12 heures, la douleur, tu la ressens 3 jours après, à 13h27 minutes. Ça, c'est en Angleterre, on voit ça. Donc en Angleterre, c'est très difficile. Mais franchement, ce que je vais dire, c'est que là où je me pose beaucoup de questions, notre invité, quel genre de blessure avait-il? Parce que heureusement qu'il y a failli qui n'est même pas un verbe, c'est une conjonction de subordination échappatoire. Tout le monde sait ça. Donc il a échappé. Mais voilà. Merci beaucoup. Oui, conjonction, c'est des trucs qu'on a là à l'école. Et donc il a échappé. Et donc j'ai dit Dieu merci que voilà, il n'a pas, sa carrière n'est pas à son thème, il continue de se traiter. Mais quel genre de blessure? Parce qu'il y a plusieurs formes de blessures. Est-ce sur le terrain de football, est-ce sur un ring, ou bien c'est une blessure clôture? Ça veut dire que tu as pris clôture de quelqu'un pour descendre pour aller chercher sa femme, on t'a attrapé là-bas. Ça aussi, ça peut exister. Voilà. Et puis, il y a aussi, quand vous regardez bien les matchs de football, c'est pas tout ce quand on chante les hymnes nationaux là, quand les gens mettent la main sur le cœur comme ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour l'amour de la patrie. Il y a d'autres qui ont groumé, sa mère dessus comme ça, salut, groumé, puis quand il court, j'ai jamais entendu la maladie du cœur, groumé. Oui, quand ça atteint son paroxysme, on parle de groumé. C'était en 2008, après la CAN au Ghana. Après la CAN, il y a eu un match amical contre la Guinée, c'était à Paris. Et comme par hasard, même j'ai hésité même avant de partir à ce match-là parce que physiquement, je n'étais pas trop au point. Mais bon, nous sommes comme des militaires, quand on nous appelle, il faut répondre. Donc je suis allé. Et c'est comme ça, lors de ce match, j'ai fait un geste technique qui a été fatal pour moi. Je me suis blessé. C'était ma première grave blessure. Et là, le médecin était tellement choqué. Et moi, je ne comprenais même pas. Je me suis blessé. Et ils m'ont envoyé à l'hôpital le lendemain, le médecin de l'équipe nationale. J'ai fait les examens et on sort. On vient, on nous annonce comme ça. On dit c'est un ligament croisé. Moi, je n'avais jamais entendu ligament croisé. Et le médecin qui était là, qui coulait des larmes à ma place. Oh là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? On sort et il m'explique. Alors là, et qu'est-ce que vous disiez? C'est fini, c'est terminé pour moi? J'étais là, c'est comme si on m'avait ensommé. Je ne croyais même pas. Et il m'a dit de me calmer. Et je suis retourné au club. Et quand je suis arrivé au club, c'était encore plus dur. Parce là, que vous avez mis combien de temps sur le carreau? J'ai fait pratiquement 8 mois. 8 mois. Ouais. Parce que la rééducation dure 6 mois de préparation. Après, on te donne encore 2 mois d'effort physique avant de commencer à jouer les matchs. Et donc, après cela, il y a eu encore d'autres blessures? Oui, j'ai eu cette blessure 2 fois. Et ça, la deuxième fois, c'était... Pas au même pied, hein? Le même pied.
Oh. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous motive à revenir toujours? Moi, Parce que le même pied qui se blesse 2 fois et la même blessure. La même blessure. Déjà, la première fois, le médecin coule des larmes. Ouais. Généralement, ils se retiennent. Hein. Mais là, la première, j'avoue que la première était plus difficile parce que c'était ma première fois. Et j'étais vraiment à une période où j'étais en train de monter en puissance. Et là, je me blesse, c'était vraiment difficile. Mais la deuxième fois, j'ai pris ça avec la foi et je me suis dit, bon, j'ai déjà vécu une histoire comme ça, donc c'est à peu près la même chose. Et la dernière blessure, elle a été aussi très dure. Oui. Parce que là, depuis plus d'1 an, vous ne jouez pas. Là, j'ai fait quasiment 13 mois dehors. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et là, c'était à quelle occasion? Et là, c'était même pas un match à l'entraînement. Oui, un collègue. Ouais. 13 mois, ça c'est des milliers hyper comme ça. Non, je me mets en place à place. C'est midi. Qu'est-ce qui faisait la différence entre vous et les autres boxeurs? Moi, je suis rigolo. Rigolo. Oui. On vous appelait le boxeur aux déclarations tapageuses. Les journalistes m'ont surnommé l'homme aux déclarations tapageuses, mais ce n'est pas de ma faute. De façon pratique, comment ça se passait? Quand on me tend le micro, moi je parle. Oui, bien sûr. Et je parle ce que je pense. Ben, voilà. Et puis il est influencé. Parce que je lui dis, toi, c'est fini, tu es mal parti. C'est midi. J'aime vraiment le cinéma. Et donc c'est normal quand même que de temps en temps, on ne dit pas d'en faire une habitude, hein, mais de temps en temps que les parents fouettent un peu l'orgueil des enfants. Oui, c'est très important aussi. Sans cela, vous n'auriez pas réalisé ce film? Bon, j'allais pas aussi mettre le paquet chicha, voilà, en tout cas. Le paquet. Ça vous a pris combien de temps, la réalisation de ce film? 2 semaines. 2 semaines? Oui, 2 semaines. Et le casting des acteurs? Est-ce que vous aviez vraiment, je veux dire, financièrement, les moyens de réaliser? Avec quels moyens de bord avez-vous travaillé? Bon, avec l'argent qu'on a pu avoir nous-mêmes, voilà. Ça dit, voilà, à partir des fonds propres, voilà, on a pu réaliser ça. Et je dois vous dire que voilà, c'est à partir de l'argent de Pen et Godio que je vois. Voilà, ça signifie, voilà. Okay, donc on n'a pas eu de fonds, on s'est cotisé, moi et mon assistant. Voilà. Et le message que vous voulez faire passer? Alors le message en tout cas c'est pour, je veux dire à la jeunesse d'aujourd'hui que ils peuvent s'adonner à un métier qu'ils aiment. Voilà, ils peuvent du jour au lendemain s'investir dans ce qu'ils veulent, même si les parents sont contre ça, et mettre le paquet et à la fin, montrer que vraiment, voilà ce qu'ils savent faire, voilà, ils sont capables de faire. Étant parent, j'attends de mon enfant de bons résultats scolaires, mais aussi qu'il ait acquis beaucoup de valeurs sociales, valeurs culturelles pour être un bon exemple dans la société. Ce que j'attends de mon enfant étant parent, c'est que mon enfant soit un élève brillant parce que je vais vraiment dépenser pour ses études et qu'il soit un enfant vraiment bien éduqué, un enfant qui respecte. Qu'il me respecte et puis qu'il m'honore surtout, qu'il ait beaucoup de considération pour moi. Bon, j'attends aussi qu'il m'aime comme je l'aime. Je ne dis pas que je suis un enfant exemplaire, mais j'aimerais que mon enfant suive mon exemple en écoutant ce que ses parents lui disent. C'est venir à l'école, c'est bon pour toi, même si tu n'as pas envie de venir. Ce sont les conseils, c'est que les parents disent. Si l'enfant respecte, je crois que c'est ça qu'on appelle un bon enfant. D'abord le respect, et puis bon, la réussite, surtout à l'école d'abord, et l'insertion sociale, mon enfant. Lorsque Jaco Pastorius vous rencontre pour la première fois, vous écoute pour la première fois, et bien là, il tombe des nues. Il est étonné et sa phrase, mais d'où vient, de quelle planète vient ce monsieur? Eh bien moi aussi je lui dis la même chose. c'est vrai que sur la tête de ma fille, c'est vrai que je lui dis la même chose. Je lui dis, toi tu viens de quelle planète aussi? Elle m'a dit, mais en fait vous savez que il est quand même Apache, c'est un Indien. Indien d'Amérique, il est un vrai Apache. Et moi, je le prenais en fait pour un Autrichien ou... Mais non, bah non. Mais c'est un monument. C'est un dinosaure de la musique. Que ce soit harmoniquement et puis humainement, c'est une crème. Il vous a donné une certaine impulsion? Bah oui. Et puis vous savez que le premier concert qu'on a fait, on n'a jamais répété. On a répété dans l'avion. Dans l'avion? Oui. On a répété dans l'avion.
Et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé parce que comme lui et moi, on joue instinctivement. Donc, moi, je ne sais pas lire la musique, moi. Je ne sais pas lire aucune partition. Je me suis jamais enfermé dans une pièce pour travailler la batterie pendant des heures et des heures. Ça me fait chier parce que ça m'emmerde. Voilà. C'est la même famille. Hein. Pardon. Mais c'est pas grave. C'est l'émotion. Oui, je comprends bien. Nous avons quelques réactions. C'est midi.